Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes ce soir avec Olivier Anfoux, qui est thanatopracteur depuis pas mal d'années, avec lequel j'avais déjà fait deux émissions, une en 2019 sur Confidence d'un embaumeur et une autre en 2022, Ce que la mort m'a dit. Et c'était donc le troisième livre qu'il avait écrit, puisqu'il en a écrit un en 2015 qui s'appelle Aux portes de l'inconnu. Olivier en Fuchs, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc là, vous avez écrit un livre qui s'appelle Apocalypsis, qui a commencé le 2 février 1976 et que vous avez terminé le 8 mai 1977. On ne peut pas dire que ce soit un roman. Comment vous pouvez le définir, ce livre? Oui, donc en fait j'ai écrit ce livre quand j'avais 15 ans, Oui. puisque donc j'ai eu un accroissement de la perception du monde lors de ma naissance, où en fait je suis décédé dans le ventre de ma mère et j'ai connu, si on peut dire ainsi, une EMI qui a entraîné un accroissement de ma perception. Et au fur et à mesure des années, lorsque j'ai eu 12, 13 ans, je me suis dit, il faudrait que j'écrive ce que je vois et ce que je perçois par rapport au début donc, de ma vie, pour ne pas le perdre dans le temps, puisque je considère que le point de départ d'une vie humaine est plus important que la fin. D'accord, donc vous êtes né par césarienne et vous avez été reconnu mort et réanimé. Exactement, donc on m'a sorti décédé, ça a été constaté décédé, puis j'ai eu la chance, si je peux m'exprimer ainsi, d'être réanimé, quoi. Hum. Et donc, quand vous avez 15 ans, donc en 1976, est-ce que c'est la mort de votre grand-père qui vous a réveillé tout ça? Non, pas du tout. C'est uniquement parce que je me disais que la connaissance, le savoir, la perception sont plus facilement perceptibles dans une vie humaine au début qu'au milieu ou à la fin, parce que après une naissance après une naissance dite physique, on est colonisé par un monde matérialiste qui nous fait perdre le point de départ hélénique. Et très très tôt, vers une dizaine d'années, j'avais déjà une notion de cette chose en fait. Et c'est pour ça que ce que je voyais, que je considérais comme vierge de toute colonisation du monde matérialiste, de la société où nous évoluons, je me suis dit, il faut vite que j'écrive ce que je perçois, sinon après je le perdrai à tout jamais, je vais l'oublier. Donc ça, c'était en 1976, vous commencez à écrire ce que vous percevez de la mort, et vous dites à cette époque-là que vous êtes arrivé au bout du monde. Voilà. Alors, en fait, lorsque j'écrivais ces papiers, je le faisais cacher, quoi. Puisque donc, bien évidemment, j'étais au sein de ma famille, hein, et toutes ces écritures que j'avais, je les faisais cacher, donc de mes parents. J'ai un frère et une sœur, donc de mon frère et de ma sœur, et en fait, c'était des notes que j'écrivais lorsque j'étais seul. Faisais attention que personne ne me voit écrire ça, et puis ces notes, je les cachais. Et elles m'ont suivi, ces notes, dans toutes les années après, et je les ai gardées. Et c'est que maintenant, en fait, au bout de, on va dire, une cinquantaine d'années presque, je me suis dit, je vais le montrer, je vais en faire une forme de naissance de ce livre, et l'écrire. Oui, ça fait à peu près pas tout à fait 40 ans finalement, hein. Mais à 15 ans, pourquoi c'est assez morbide quand même? Pourquoi vous pensiez, pourquoi à 15 ans ça s'est déclenché comme ça? Il n'y a pas eu un événement? Alors en fait, n'est morbide que ce que l'on ne connaît pas. Lorsque l'on ne connaît pas quelque chose, on va se mettre à évoluer des théories, mais pour moi, ces écrits n'avaient rien d'obscur ou de malsain. C'était juste la perception du premier monde, premier, quoi, bien avant la naissance physique, où il y a encore cette image divine qui reste de vie, quoi. Et c'est ce besoin que j'avais, parce que je me disais, si je ne l'écris pas immédiatement maintenant, parce que c'est le moment de l'écrire, je perdrai à tout jamais ces écrits. Et c'est vrai que lorsque vous voyez le temps qui avance dans le temps pour soi-même par rapport à ces 5 6 ans, et que l'on a 40 ans ou 50 ans, on voit qu'on ne peut pas tout retenir dans la vie sous un angle global, quoi.
Oui, moi je me souviens quand j'étais ado, à peu près vers 15 ans aussi, j'avais des velléités d'écrire, je me sentais mal dans ma peau. On n'est pas bien dans sa peau quand on est ado parce qu'on est en train de faire une mutation vers l'âge adulte, c'est comme si on allait perdre toute son enfance, donc ça m'étonne pas qu'à 15 ans vous ayez eu des pensées comme ça quand même. Et en quelque sorte, en fait, moi la mutation, c'était vers la mort, quoi. Alors je n'avais aucune idée morbide. J'étais dans une famille très calme, très fraternelle. C'était juste un besoin que l'on ne peut pas. Vous savez, dans la vie, quelquefois, on ne peut pas définir certaines choses et il faut aller jusqu'au bout de ce que l'on ressent au fond de soi, quoi. Alors vous écrivez alors vous n'avez pas répondu, on peut dire que c'est pas un roman, c'est quoi exactement ce livre? C'est une suite Oui, de oui, c'est poèmes. vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, donc j'ai pas répondu à votre question, mais pour y répondre, en fait, on pourrait dire que ce sont des poèmes, mais le fond de l'écriture, en fait, ce sont des images, des tableaux, des symboles que j'ai mis et en connexion directe avec ce premier monde. Parce qu'en fait, le mental d'un être humain fait de chair et de sang ne peut pas donner ce qui se passe donc, du côté du divin, parce qu'il serait mort. Donc moi, quand je dis moi, comme tout le monde, lorsque j'avais donc ces 12 ans que ça a commencé, je me disais, il faut que j'utilise, pour être en connexion honnête et sincère avec ce monde que j'ai perçu, même avant la naissance physique, il faut que j'utilise des images, des symboles. Donc j'ai codé certaines phrases. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que ce sont comme vous venez de dire, vous, en fait, des poèmes. Mais le premier, c'est en fait, c'est pas des poèmes, quoi. Parce qu'il n'y a pas de titre. C'est juste une assemblée d'images, de notions spirituelles collées les unes aux autres dans une logique très stricte et rigoureuse, quoi. Il n'y a pas d'émotivité. Oui, vous commencez en écrivant Il était arrivé au bout du monde, à cet endroit où les flots commencent, de cette mer calme de soi, l'horizon se mélange à cette eau, d'un voyage où les semences président à l'éternité. Et vous écrivez à la page 60, ton voyage a commencé le jour où la mort t'a choisi. Voilà, c'est en quelque sorte, comme je vous le disais, j'ai tout codé, j'ai mis les symboles et j'ai réussi à faire une forme de tableau. Alors à un moment, vous parlez aussi de Genris, Emmaken, Publies et Custonas. C'est qui et Diophute? C'est qui ces 5 personnages? Alors, ces 5 personnages ne sont pas inventés, ce sont des personnages que j'ai perçus dans ce point de départ donc édénique et qui ont une identité qui représente en fait comment pourrais-je dire, des entités spirituelles qui vivent à l'instant présent et qui permettent en fait de définir une notion de famille. Vous feriez partie de cette famille-là? Voilà, c'est ça. Mais comme je vous disais, il n'y a aucune invention dans ces poèmes. Donc il y a des noms, bon, les personnes qui vont lire ce livre Apocalypsis, il y a des noms qu'ils ne connaissent pas, parce ils ne les ont pas côtoyés, ces personnes ou ces lieux géographiques. Alors vous dites que vous les avez côtoyés, ça s'est passé comment? En rêve, en décorporation? Comment vous avez connu ces fameux 5 personnes? Je les ai connus en fait dans ce laps de temps imparti où n'étant pas trop loin de ma naissance physique, donc bien avant la naissance physique, comme je le disais, vous avez ce monde premier fait de lumière et d'espace. Et c'est vrai qu'on peut être un gamin de 5 ans, de 10 ans ou une personne plus avancée dans le temps pour l'âge. Vous pouvez rester en connexion donc avec certaines notions et certaines choses au niveau spirituel et des termes que l'on ne peut pas définir. Quoi. Est-ce qu'ils sont encore présents dans votre vie ou est-ce que c'était juste à un moment de votre vie? Ils sont présents dans leur vie. Mais dans la vôtre maintenant, est-ce que vous les côtoyez encore? Je m'en suis éloigné. Et ça, c'était en quelle année à peu près? Ben, en fait, je les ai perçus et côtoyés lorsque j'avais entre 7 et 12 ans, quoi. D'accord. Et puis à 15 ans, bon, ben, je me suis mis à écrire ce Apocalypsis, quoi, où la base c'est la mort, quoi. La redéfinition au niveau sacré de la vie et de la mort. Hmm.
il est marqué: «Tu as quitté cette pièce poussiéreuse de ce monde qui t'a vu naître, tu effaceras la mémoire adjacente de ces pierres blanches et noires, c'est alors que ton corps devenu immobile, tu te lèveras, tu marcheras vers ce soleil devenu si brillant.» Ça, c'était à la page 24. Oui, Je... alors en fait, là, c'est donc, on va quitter un monde qui est poussiéreux, où en fait, rien ne s'est passé. On va quitter le côté de la dualité, quoi. Et cette, comment dit-on, cet espace sacré qui en tout être humain fait de lumière, de liberté, qui n'est pas quantifié, peut continuer ce voyage. Là, on peut parler de l'âme ou de ce qui avait été emprisonné durant la vie terrestre. Oui, alors je voudrais quand même revenir sur le moment où vous étiez dans le ventre de votre mère et où vous êtes mort. Comment expliquez-vous que vous avez la mémoire de tout ça? Alors, en fait, je n'ai pas la même, pour être très précis, je n'ai pas la mémoire à l'instant présent vécu, mais ce qui s'est passé, c'est lorsque j'avais 5-6 ans, ma mère m'a dit j'ai une amie qui va accoucher, on va aller la voir on va aller la voir donc à la maternité. Donc j'ai accompagné ma mère, la maternité n'étant pas trop loin quoi. Et puis vous savez, pendant que l'accouchement se déroule, c'est terminé et que la mère qui a mis au monde un enfant donc se rétablit, vous attendez. Donc nous attendions dans un couloir assis sur un banc. Et c'est à ce moment-là en fait que comment peux-je dire, c'est à ce moment-là que je me disais au fond de moi, mais donc j'avais quoi, 5-6 ans, c'est étrange. Ce que je ressens, je l'ai déjà senti quelque part. Ces lieux me sont familiers. J'entendais donc les gens parler, se déplacer, et le mouvement du déplacement de ces personnes dans cet espace, donc qui est la maternité, quoi. Enfin, c'était un hôpital aussi. Et ça me semblait connu. Et à un moment donné, ça a persisté cette notion d'être déjà venu là. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un flash. Vous savez, lorsque vous voyez un film en retour en arrière, où je me suis vu dans le ventre de ma mère, où j'ai assisté à mon agonie, parce qu'un accouchement dans les années 1960, lorsqu'il se passe mal, il se passe vraiment mal, quoi. Ça se solde par la mort donc du nouveau-né en règle générale. Et je me suis vu donc à l'agonie dans le ventre de ma mère, décédé. J'ai vu mon corps sortir du ventre de ma mère et déposer sur une table en fer ou en inox. Et c'est à ce moment donné-là que j'ai eu une lumière qui est arrivée. J'ai senti que l'air emplissait mes poumons. C'était donc mon père qui avait réussi à me réanimer puisque donc il était médecin. Et là, j'ai repris ma condition humaine. Elle a été faite à partir de là que de souffrance. Et c'est pour ça que je me permets de dire avec force et volonté que ce qui s'est passé. Et ce n'a été que de nombreuses années plus tard que j'ai posé la question dans mon entourage à mes parents. Ils m'ont dit oui, effectivement, ça s'était très 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 mal passé. C'est pour ça que j'ai écrit ces faits qui sont une vie parmi tant d'autres, quoi. Vous écrivez plus loin: lorsque le paradis au commencement fut créé, d'une obscurité jaillit la vie humaine, la vie animale, toutes les formes de vie, le cycle fut fermé, le paradis s'arrêta par la volonté humaine, à l'exception des animaux, des oiseaux, à l'exception de tout ce qui n'est pas humain, la mort devint ce régulateur. Tout à l'heure, je vous posais la question de savoir, ton voyage a commencé le jour où la mort t'a choisi, et là, ce serait plutôt l'être humain qui a choisi la mort. Oui, enfin, comment veux-je dire, je pars du principe, sur un plan de la théorie, et surtout, je vais enlever ce que je viens de dire, je pars du principe, ce que j'ai perçu, c'est que, comment peux-je dire, c'est l'être humain en fait qui a sacrifié, qui a mis fin au paradis. Et les seules formes de vie qui n'ont pas sacrifié ce paradis, ce sont les animaux, les poissons.
ils ont gardé, vous savez, il y a une évolution dans l'être humain, dans les animaux. Bon, les animaux, donc les insectes, les poissons, toutes ces formes de vie qui ne sont pas humaines, ont gardé toutes les caractéristiques du point de départ, comme ils vivaient du temps de ce paradis, quoi. Et c'est pour ça que je disais ce que vous venez donc d'évoquer. Mais en fait, pour moi, les formes de vie les plus importantes, ce ne sont pas l'être humain, quoi. Ce sont les animaux. Et même les formes de vie qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui sont trop petites. Hein. Ouais, il faut voir ce qu'on leur fait aux animaux, enfin on passera là-dessus. Euh, donc vous marquez plus loin que l'inconnu est devant toi, de son lit mortuaire. Tu vas te lever des marques de la ruine des chairs, continuer ton chemin seul pour rejoindre tes proches qui t'attendent depuis longtemps, qui t'attendent serein lorsque l'apparence du sommeil recouvrera le corps à tout jamais. Il y a aussi beaucoup le fait de retrouver ses proches dans l'au-delà. En fait, je ne ressens pas au fond de moi le plaisir et le réconfort de retrouver mes proches dans l'au-delà. Parce que, non pas que je n'aime pas mon entourage familial, direct ou indirect. De toute façon, je n'ai pas eu d'amis depuis que je suis excessivement jeune, ça continue, ça ne m'a pas empêché de dormir. Mais comment pourrais-je dire, le chemin que nous faisons après la mort, en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, quoi, après la mort physique. C'est-à-dire que lorsque nous venons au monde, nous arrachons une partie de cet espace immense. D'ailleurs, ça ressort dans une partie du livre Apocalypse. Lorsque nous venons au monde, dans le berceau où nous sommes, se fait l'alliance entre la matière et l'esprit. Et cette alliance entre la matière et l'esprit entraîne la dualité. Mais à ce moment donné-là, très précis, il y a un arrachement de cet espace premier dont je parlais, qui est à l'image divine. Bon, là, je ne parle pas des religions dogmatiques, mais sous un angle symbolique et sacré. Et cet arrachage, c'est une toute petite parcelle de ce point de départ qui reste en l'être humain, qui vit avec lui, qui cohabite avec lui, quoi, qui est innervé au corps, à la chimie du corps. Bon. Et lorsque la mort décide de travailler, elle libère cette petite parcelle de divinité, elle libère cette petite parcelle de divinité pour qu'elle retourne au point de départ. Mais en fait, si nous regardons de près la mort, ça n'a jamais été une fin ou à l'opposé d'un recommencement, quoi. Ça n'a jamais été noir comme on voit dans les enterrements où l'on pleure. C'est une éventualité, c'est un régulateur d'une immensité qui nous dépasse complètement. Et c'est vrai qu'avec les mots que j'avais lorsque j'avais 12-15 ans, quoi, j'ai marqué cette notion. Et quelquefois, j'ai eu tendance de coder, de mettre des codes. Et je sais très bien que des hommes ou des femmes arriveront parfaitement à suivre ce cheminement de pensée. Oui, c'est pas un livre facile à lire, mais quand même, on peut le lire. Alors, vous dédiez ce livre à vos parents, je pense qu'ils sont décédés, non? Oui, je dédie ce livre à mes parents qui m'ont mis au monde, quoi. D'accord. Et vous parlez d'un Lucien. Qui est ce Lucien? Lucien, c'est quelqu'un qui ressort dans un des textes que j'ai écrit dans le livre. Hein. Oui. En fait, il faudrait que les gens le lisent pour se voir peut-être eux-mêmes. Donc, Lucien, c'est qui alors? C'est nous? On va dire, c'est nous. D'accord. Et alors, à un moment, je pense que c'est votre grand-père. Moi, j'ai pensé que c'était votre grand-père. Vous écrivez, il a été enterré à l'ombre du tilleul dans le coin de l'école primaire lorsque le souffle manque à l'orée du bois. Cette personne qui a été enterrée à l'ombre d'un tilleul. Ça, c'est mon grand-père paternel, Ouais, quoi. c'est pas noté. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est pas dit dans le livre, mais j'ai pensé que c'était votre grand-père. Oui, mon grand-père paternel, quoi. Que je n'ai jamais connu il est mort quand mon père avait 14 ans. Ouais, c'est ça. 14 ans, c'est aussi.
l'âge où vous avez écrit un livre qui n'est pas du tout un livre d'enfant, hein. Cette écriture, c'est pas l'écriture d'un gosse de 14 ans. C'est pas. Et pourtant, Ouais. je peux vous dire que ça s'est fait comme ça. Mais vous savez, il ne faut pas tout, pour les enfants dont vous parlez, si je peux me permettre une parenthèse qui n'en est pas une, il faut faire excessivement attention aux enfants, comment ils pensent, parce que il ne faut surtout pas que les parents expliquent aux enfants ce qu'est la mort. Parce que les parents ne vont donner aux enfants que des erreurs sur la mort. Une anecdote en quelques secondes. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait le grand-père dans une famille qui était mort, et la mère, pour essayer de réconforter son gamin qui avait une dizaine d'années, je ne sais plus exactement, elle lui dit, papy est allé au soleil, non, excusez-moi, papy est allé au ciel. Il te regarde du ciel, il sourit. Et on était à Noël, donc, et quelques jours après, on me dit, Olivier, il faut que tu ailles dans une morgue pour quelque chose, pour un habillage. J'ouvre donc le tiroir, le casier réfrigéré de la morgue, et je trouve le petit garçon, quoi. Ouais. Ce qu'il avait fait, on lui avait offert un habit de Batman à Noël, et il s'est dit, je vais mettre mon habit de Batman, je vais sauter du balcon, parce que je vais m'envoler vers le ciel. Or, le balcon était au 10e étage d'un immeuble. Donc, les enfants, il faut faire excessivement à ce que dit un enfant, à ce que perçoit un enfant, parce qu'il peut très bien raconter des choses de son âge, comme vous dites, mais il y en a certains dans le lot, garçons ou filles, qui peuvent vous sortir des choses, et puis les enfants, ce sont les plus près du savoir, de la spiritualité. Ils n'ont pas les filtres, ils n'ont rien perdu de ce que nous, de ce que les êtres humains avancés dans l'âge ont déjà perdu au niveau spirituel. Ouais, je suis d'accord avec vous, il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit aux enfants. Vous écrivez plus loin que l'existence d'un être vivant est limitée par son consentement à l'arbre aux racines éternelles qui n'existe pas. Et le n'existe est au singulier, donc c'est l'arbre qui n'existe pas. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? J'ai toujours trouvé bizarre, depuis que je suis gamin, mais j'ai accepté parce que c'est comme ça. Pour les arbres, on sait très bien je sais très bien que les arbres ont les racines plantées dans le sol, et puis les branches s'élancent, comme on dit, vers le ciel, vers le ciel. Et moi, très très tôt, j'ai toujours trouvé bizarre parce que, en fait, la lumière et la force, ça vient d'en haut. Donc, les racines, les arbres devraient être inversés. C'est-à-dire que les racines devraient être à l'opposé. Les racines en haut à la place des branches et les branches en bas. J'ai toujours pensé ça depuis très très tôt. Et c'est vrai que si vous abordez au niveau symbolique ou spirituel l'arbre inversé avec les racines en haut, la tête en bas, ça paraît plus logique, quoi. La force et la lumière viennent d'en haut. Oui, mais on aurait du mal à cueillir les fruits quand même. Mais là, on n'en serait plus à des nourritures terrestres, comme vous dites. Mais je comprends ce que vous voulez dire. À un moment, vous dites aussi que pour passer de l'autre côté, il faut faire le mur comme l'écolier pour aller voir qui se passe dans la rue sans se faire attraper par le maître d'école, puis, comme si de rien n'était, retourner sur le banc de l'école. Est-ce que vous avez fait le mur, vous, pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté? Alors là, c'était une petite référence à la mort, quoi. C'est faire le mur? Comment? C'est faire le mur, la mort? Disons que c'est cette tentation d'aller, cette tentation que certains êtres humains peuvent avoir, d'aller dans la mort et de revenir. De faire un petit aller-retour, donc de franchir le mur et puis de revenir comme si de rien n'était. Vous écrivez aussi: ton corps est devenu immobile, le silence est ta confidente, tes proches pleurent déjà, ton esprit resté près de toi pour t'accompagner. Le voyage, tel cette bougie qui brille dans une nuit sans fin, t'amènera vers ce blanc éclatant d'un soleil pur. Ça, c'est un peu l'image d'une NDE, hein, le blanc éclatant. Est-ce que vous avez fait des NDE ou des EMI? Il y a eu cette expérience mort imminente que j'ai subie, quoi. Quand vous étiez enfant, ouais. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère. C'était très très tôt. Tout ce qui est expérience mort imminente, comment peux-je dire, vous le subissez, ça, ce qui se passe.
Oui, c'est sûr qu'on le subit. C'est malgré nous, puisque on se demande si c'est la mort qui nous choisit ou si c'est nous qui choisissons la mort. C'est un événement qui est tout ce qui est expérience de mort imminente, ce sont des événements qui sont, la plupart sont violents, quoi. Et vous subissez ça. Oui, enfin, moi j'ai pas senti ça comme quelque chose de violent, au contraire. Mais ça dépend après de comment vous êtes conçus, je veux dire, dans notre structure interne. Nous Oui. sommes tous différents les uns des autres. Plus loin, vous écrivez: d'une nuit d'hiver sans nom, le feu crépite dans la cheminée. Faudra-t-il pouvoir s'approcher de la mort durant sa vie et la caresser, tel ce chat qui ronronne près de la cheminée, sans le réveiller? C'est très joli, hein, franchement, si vous avez écrit ça à 15 ans, bravo. Il faut surtout pas dire bravo, parce que c'est quelque chose qui a été pensé, comment pourrais-je dire, c'est venu dans la vie, quoi. On a, à 15 ans, bon, moi, je n'avais pas d'amis, ça m'intéressait pas trop, je pensais à autre chose, donc c'est quelque chose qui était de penser que la mort puisse être apprivoisée, ça tout le monde peut le penser, et s'approcher du feu de cheminée où elle dort comme ce chat qui dort près du feu de la cheminée et caresser le chat sans le réveiller, ce sont des images que tout le monde peut avoir et peut surtout ressentir, quoi. Oui, c'est Moi, sûr. j'avais cette perception de la mort ainsi. Par contre, dehors, cette maison où il y a ce feu de cheminée dans l'âtre et la mort qui dort, tel ce chat endormi, dehors, vous avez la tempête. Hein. Mm. C'est des tempêtes, des bourrasques qui ne laissent aucune liberté à l'être humain et aux animaux. Oui, d'où le titre Apocalypsie. On peut se poser si quelque part c'est pas un texte apocalyptique aussi, hein. Plus on avance dans le texte et plus c'est l'apocalypse quand même. Il y a toujours un cheminement à tout. Hein. Il y a Bon. toujours un cheminement à tout. Il a été, ce livre a été écrit du début à la fin. Alors, vous allez me dire, on écrit toujours un livre du début à la fin. Bon, moi j'avais écrit du début en notant sur des papiers, jour après jour ou mois après mois, mais ça continuait dans sa linéarité dans le temps. Il n'y avait pas de chapitre, c'était la pensée qui avançait. Donc le livre tel qu'il est, c'est le livre tel qu'il a été mis au monde, comme un enfant, quoi. Oui, on arrive à la page 283 sur 294. Vous écrivez: je poserai au porte-manteau ces vêtements qui m'ont servi durant toute ma vie terrestre. Je n'en ai plus besoin. En ai-je eu seulement besoin pour en mettre d'autres plus libres de cette liberté que seul l'esprit peut donner? Vous serez familier avec les dieux. Alors là, je vais m'exprimer différemment pour commenter les paroles de cet enfant ou de cet adolescent de 15 ans. Là, je décris tout simplement la vie, quoi. Les priorités que nous pouvons avoir dans la vie. Est-ce que les priorités que nous avons de vivre matériellement dans cette structure de vie qu'est la société est plus important que autre chose? Ces vêtements usés, bon, ben, c'est notre vie matérielle, hein, matérialiste plutôt, hein, et on n'en a vraiment pas besoin. On peut très bien vivre avec d'autres personnes dans des endroits où il n'y a pas ces automatismes Vous savez, dès qu'un être humain vient au monde, vous avez des automatismes qui arrivent, qui serrent l'être humain, qui l'empêchent de sa liberté, en fait, qui détruisent complètement cette potentialité de la spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité dans cette société où nous vivons. Il n'y en a aucune, je veux dire. Là, Noël s'est passé. Tout le monde s'est occupé de préparer Noël. Surtout lorsqu'ils allaient faire leurs courses pour Noël en famille, de passer à côté du pauvre type, du clochard qui crève de faim, qui crève de froid dans la ruelle, de ne pas s'en occuper, de même pas se pencher vers lui pour dire qu'est-ce que tu as, mon frère, parce que nous sommes tous frères et sœurs, la vie est ainsi conçue, je veux dire, il ne faut pas, et c'est pour ça que nous commettons, l'être humain dans sa globalité commet tellement d'injustices que c'est l'apocalypse qui va arriver.
Alors, apocalypsis, c'est la racine grecque de révélation, mais nous allons arriver à la fin de l'être humain. Il y a trop d'injustices qui sont créées, et bienheureux sont les nantis matériels qui peuvent euh, dominer les autres êtres humains qui sont faibles. Oui, moi je suis moins pessimiste que vous. Je vois qu'il y a aussi de très très belles initiatives. Par exemple, sur les animaux, il y en a plein qui leur font du mal et il y en a plein d'autres qui les sauvent. Donc je pense pas que tous les êtres humains soient pas vers la spiritualité. Je pense qu'il y a quand même une partie de l'humanité qui est sur le bon chemin. Vous avez des êtres humains qui sont fabuleux. Oui, Vous c'est avez des ça. êtres humains qui sont isolés, seuls, et qui essayent de venir en aide à des animaux, quoi. Je veux dire, ils n'ont aucun moyen financier, certains ont une petite retraite, ils font ce qu'ils peuvent, ou alors vous avez des associations plus importantes, mais il y a tellement, si on regarde de près, il y a tellement de choses qui se passent mauvaises. Alors, sur l'être humain, il a fallu que des migrants arrivent pour qu'on sache qu'il y a des... Enfin, pour qu'on sache, pour que les gens se disent, mais il y a des gens qui meurent de faim, quoi, à l'autre bout du monde. Et ça, c'est pas concevable, c'est pas admissible, mais ça continue. Non, mais ça, on le sait depuis que je suis petite. J'ai toujours vu qu'il y avait de la famine et qu'on était des nantis par rapport à certains pays. On va avancer alors un peu plus loin. Vous dites, enfin, vous écrivez, n'aie pas peur, je serai là un jour pour t'aider à franchir ces derniers mètres avant la frontière de la mort. Ta famille pleure de t'avoir perdu. Elle ne s'est pas rendue compte que tu as besoin d'elle car tu veux partir. Pourquoi vous avez besoin d'elle pour pouvoir partir? Alors là, disons que je me suis mis dans une construction intellectuelle où lorsqu'un être humain y meurt, en fait, lorsque j'avais 15 ans, dans ma vie, j'ai dû perdre une ou deux personnes, pas plus, quoi. Et j'ai remarqué que c'est mes proches qui étaient décédés, donc c'était ma grand-mère et puis une autre personne. Lorsqu'ils étaient décédés, je voyais et je sentais qu'il y avait une forme d'inquiétude en eux. Et qu'ils auraient eu besoin que quelqu'un les prenne par la main et les accompagne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une famille lorsqu'une personne décède? On pleure. Hein, et on pleure sur soi, quoi. Et on ne s'occupe pas du défunt. Et c'est ce souci que j'avais très très tôt où j'ai voulu écrire ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis pu devenir, parce que là c'était une volonté au fond de moi, j'ai cette volonté de rentrer dans le funéraire, comme je pensais à 15 ans, dans ces gens qui s'occupent de la mort. Plus tard, donc j'ai pu devenir porteur, fossoyeur et thanatopracteur. Et c'est vrai que là, ce que j'ai ressenti à ce moment donné-là, et c'était bien ce que j'avais perçu à 15 ans. Oui, vous étiez au premier plan pour pouvoir aider les personnes qui partaient finalement. Oui, j'étais donc au premier plan. Et c'est lorsque j'avais, je ne sais plus quel âge, 17 ans, ou je ne me rappelle plus, là, je vais inventer, j'ai dû aller à un enterrement. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je suis resté par hasard, je ne suis pas rentré dans l'église, je suis resté dehors. Lorsque les porteurs sont rentrés, portant le cercueil, ils sont ressortis en attendant. Et là, lorsqu'après ça s'est terminé, il a fallu qu'ils rentrent. Il y en a un qui me dit comme ça, écoute mon garçon, peut-être un jour. Ça, je l'ai perçu comme un signe incroyable. Je ne le connaissais pas. On avait juste parlé 5-10 minutes parce que le prêtre devait faire une bénédiction. Et en partant, il m'a répondu ça. Et j'ai ressenti ça au fond de moi alors que je n'avais que 15, je sais pas, j'étais jeune. Je me suis dit, c'est curieux. Et puis quelques années plus tard, 12 ans plus tard, ou je ne sais plus exactement, ben, je suis rentré dans les pompes funèbres, quittant les critères matérialistes d'ascenseur social de ce monde, quoi. Oui, il vous a dit peut-être à un autre jour, c'est ça? Le type qui était un vieux de la vieille, hein, un vieux porteur, je ne sais pas s'il m'avait pris d'amitié ou qu'il pensait que, mais là j'extrapole. Voilà ce qui s'est passé, quoi. Allez, on va mettre une touche d'humour dans cette émission. Peut-être que vous aviez une tête de croque-mort, ça c'est pour rigoler. Mais si je me souviens bien, dans une émission qu'on a fait ensemble, une des deux dernières, vous me dites qu'à un moment, vous avez été sollicité pour porter un cercueil à la sortie d'une église, c'est ça, alors que c'était pas votre boulot.
Oui, c'était ça en fait. J'avais été sollicité et puis après, vous savez, vous vous sentez bien quelquefois. Donc c'est vrai qu'à ce moment donné-là, en plus, je me sentais bien avec ces personnes. Et avec le mort. Oui, sans pathologie ou alors si un psychiatre ou un psychologue nous écoute, par pitié qu'ils ne commencent pas à extrapoler des théories fumeuses sur moi, comme quoi je suis ci ou je suis ça, parce que je suis quelqu'un de très rationnel, de très sain et surtout de très humain pour mon prochain. On va revenir sur la naissance. Alors vous dites deux mains écharnées jouent au dé dans l'ombre chaude et réconfortante du ventre d'une mère. L'enjeu est simple, une vie parmi une infinité. Il s'agit de tirer le numéro. On ne jette les dés qu'une seule fois et après on sort du ventre de la mère. Oui. Alors ça, en fait, à la base, j'ai écrit un poème là, en fait. Pour voilà, deux mains décharnées jouent au dé dans l'ombre chaude et réconfortante du ventre d'une mère. Voilà, tout est dit là en fait. C'est la destinée de tout un et chacune. C'est à la base c'était un poème que j'avais après illustré sur une feuille de papier, mais cette feuille je l'ai perdue. Donc j'ai perdu les dessins qui à l'époque, c'était vers 12 ou 14 ans, allaient avec quoi. Mais à la base c'est un poème. Oui, alors ces mains décharnées, moi je vois ça comme les mains du vieillard qui est mort avant, quoi, qui Oui, passe, c'est ça, exactement. ouais. L'être humain meurt avant. Mm. Après, vous écrivez de la nourriture, le voyage sera long. Je suis partie, j'ai tout laissé derrière moi, ma famille, la montagne de mon enfance. Le chemin est long, dur quelquefois. Il fait si froid dans ces montagnes enneigées. Il fait si chaud quelquefois dans ces déserts arides de sentiments. Une nuit, j'avancerai et je verrai au loin un homme avec une lanterne. Je m'approcherai de lui. Oui, alors en fait, c'était pas une prémonition, mais vous savez, avant de décéder, ou lorsque vous décédez, vous devez faire un chemin, un cheminement spirituel ou une quête initiatique. Et sur ce cheminement qui va vous approcher de la lumière, euh, vous allez avoir des embûches. Mais pour vous empêcher d'aller vers la lumière, il n'y en a qu'un qui peut vous empêcher, c'est le diable en fait. Parce que c'est pas le diable qui commet les génocides et les atrocités sur Terre, hein, qui va faire des assassinats de masse ou l'indifférence entre les êtres humains. Parce que l'être humain, lui, s'en charge très très bien. C'est inscrit dans sa carte génétique à l'être humain de commettre ces atrocités. Le diable est là pour détourner l'être humain de sa véritable destinée, quoi, c'est aller vers la lumière sous quelque forme que ce soit, quoi. Ça peut être la tentation de traverser un jardin édénique où il y a des pommes qu'il ne faut pas prendre et on va les manger. Ça peut être donner des autres idées à l'être humain pour le détourner de la lumière, de l'honnêteté et de l'aide à son prochain. C'est ce que j'ai voulu retranscrire en le commentant. Donc c'est écrit que ça fait je sais plus combien d'années qu'on vous dit que j'avais écrit ça, quoi. Mais on est en plein dedans, quoi. Et j'avais que 14 ans, 15 ans, quoi. Oui, je dis, c'est pas du tout des écritures d'un enfant, hein. Alors, plus loin, je suis devant toi, je te parle, je t'aime, je suis en train de quitter ce monde des apparences. Je ne pouvais pas savoir avant comment c'était. Je pars tranquille. Le vent qui agite les branches de ces arbres va sécher tes larmes pour toi-même. Je t'attendrai lorsque ton chemin sera. Tu monteras au sommet de la montagne, celle d'où vient la source qui descend dans la vallée du vivant. Il est toujours question de montagne aussi. En ce qui concerne la mort, hein, quelque part. Oui, il y a toujours cette forme d'ascension, de descente et surtout de renoncement à soi-même pour accéder à notre état, quoi. Un peu plus loin, le tocsin a sonné ce matin. De cette lueur matinale d'un soleil, ton âme est partie pour rejoindre sa maison, avec pour spectateur ce brouillard qui s'échappe de cette rosée nocturne au relent de soie, sous l'impulsion de la chaleur d'un soleil tardif. Le royaume des morts a préparé un berceau en osier. Tu vas renaître. Beaucoup de questions de renaissance, hein. Oui,
une forme de base. Donc, alors là, pour encore commenter les écrits de cet adolescent de 15 ans, euh, le but pour un être humain, bon, bien sûr, c'est d'aider son prochain et toutes les autres formes de vie sur Terre, mais s'il veut savoir ou s'il est en quête d'un cheminement sur la mort, c'est de pas forcément, ça serait, je pense, plus logique, même si c'est prenant, ça serait plus logique de retourner au point de départ que de savoir ce qui se passe après la mort. Parce que si vous retournez au point de départ, vous saurez ce qui se passe après la mort. Là, le cheminement, en fait, ce cheminement, c'est un autre espace de temps. Et surtout, c'est une autre définition de l'espace, là. Je voyais à cette époque-là que l'espace était très important. C'est-à-dire, comment peut-on, je me disais, est-ce que mes copains de 15 ans, bon, j'avais pas de copains, mais je me disais, est-ce que les jeunes de mon âge, ils pourraient concevoir, alors il ne faut pas le prendre sous la dérision ce que je vais dire, parce que c'est très significatif, je me disais donc, est-ce que les adolescents, enfin, est-ce que ceux de mon âge, ils peuvent concevoir qu'une soucoupe volante de 800 km² puisse rentrer dans une pièce de 10 mètres carrés. Et je me disais, normalement c'est la règle, ça peut très bien se faire, mais si je leur dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils ne vont jamais le concevoir. Pourtant, la mort, c'est ça, quoi. C'est le temps qui ne bouge pas, et c'est une autre définition de l'espace. Oui, l'histoire de la soucoupe volante, ça veut dire que dans un point, dans le, comment dire, le point d'une aiguille, enfin, c'est un tout petit point, on peut mettre énormément de choses, quoi. C'est ça un peu que vous voulez dire. Oui, il faut complètement redéfinir dans ce sens qu'on vous dit. Alors un peu plus loin, mourir. Il faut juste faire le ménage d'une existence révolue, enlever des objets sur des étagères de verre, d'une maison aux murs élevés. Le regard se pose sur les trônes circulaires, cette envie de pleurer parfois peut-être. Il faut savoir s'en approcher, prononcer ses paroles, s'éloigner encore plus au son de cette pièce de monnaie qui, en toute indiscrétion, tombe au sol. Mourir, c'est juste faire le ménage? Oui, je pense que durant une existence terrestre, à un moment donné, il faut savoir faire, comme vous dites, le ménage. C'est nécessaire pour que la base, en fait, il faut que la base, dans ce changement qui va arriver, soit pas encombrée, soit pas solide. On ne part pas avec des bagages, en fait. Et encore un peu plus loin, écoute cette musique de cimetière qui résonne au loin, dans les cages d'escalier d'une liberté. Écoute les morts qui chantent pour toi dans leur tombe toute noire si éclairée. Tu n'entends pas ce chant, venant tout droit de ces tombes, ils jouent pour toi les morts, tu devrais en être fier, dans la luminosité de cette clairière naissante. Mais je sens bien, tu ne les entends pas, alors écoute, écoute. Oui, c'est émouvant parce que je me revois, vous vous rendez compte, à 62 ans, je me revois penser ça, parce que j'avais 14, 12, 14, 15 ans, je me repenser ça. En fait, c'est penser ça et vivre ça. En fait, c'était surtout cette communication qu'il y a entre le monde dit, bon, j'aime pas trop cette comparaison, entre le monde des morts et le monde des vivants. Il y a pourtant il n'y a pas de cloison étanche qui empêche la communication puisqu'elle se fait naturellement, mais la société qui nous a pris après notre naissance physique nous empêche de communiquer avec cet état qui existe après la mort. En fait, c'est très très simple parce que la mort n'est qu'un régulateur, ne fait que remettre en place un équilibre qui a été perturbé par la naissance physique. Je veux dire, alors, pleurer, prendre le noir comme signe de mort, pleurer, le deuil, tout ça, c'est bizarre parce que c'est pas la réalité. Alors, ce que je dis peut étonner les gens, et c'est vrai que je ne suis pas le seul au monde à penser ainsi. Alors, je voudrais me permettre de faire une petite parenthèse, si vous me le permettez. Euh,
vous avez des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, qui quelquefois vont donner leur avis, mais dire des choses qui ne sont pas dans ce qui doit être dit, que ça sorte de l'ordinaire. Ils vont dire, je sais ce qu'il y a après la mort, ou enfin, ils vont dire des choses qui ne rentrent pas dans cette logique rigoureuse d'une société qui nous sert bien la vis, quoi. Et il y a des gens qui vont dire, mais il est complètement fou. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Et ce que je vous dis là, je l'ai perçu très très tôt, quoi, quand j'étais gamin, quoi. Alors, ces gens qui se permettent, alors je veux me permettre de dire, parce que je sais, Madame Vérin, que les gens qui vont les écouter vont être excessivement nombreux. Alors, ces gens qui se permettent déjà de parler mal d'une personne qui va donner son simple avis, mais qui est peut-être en dehors de la norme, ces gens qui vont écraser les autres parce qu'on ne pense pas comme eux, le plus grave dans l'histoire, vous savez ce que c'est le plus grave? C'est que ces gens font prendre du retard à la race humaine sur l'approche de la compréhension de la mort. Et tant qu'il y aura des gens comme ça, jamais on ne pourra passer de l'autre côté ou d'étudier les possibilités et les modes de communication pour accompagner nos défunts jusque dans la mort. Olivier Enfoux, je pense qu'il y a trois façons, enfin il y a les personnes ont trois façons de regarder la mort. Il y en a qui absolument ne veulent pas en parler. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on aborde le sujet, on passe à autre chose. Il ne faut pas en parler parce qu'ils en ont peur. Et à ceux qui sont passés de l'autre côté, qui, eux, bon, ben, ont leur propre vision du monde. Et puis, il y a les sceptiques. Et ceux qui vont écouter cette émission-là, ça sera sûrement pas ceux qui veulent pas en parler. C'est-à-dire, donc, on va forcément prêcher à des convaincus ou plus ou moins convaincus, ça c'était pour vous rassurer, parce que ceux qui pourraient mettre comment dire, des commentaires négatifs, il n'y en a pas tant que ça, parce que ceux qui ne s'intéressent pas à ce problème, c'est parce qu'ils en ont vraiment peur en vérité. C'est pas eux qui vont l'écouter cette émission, donc on peut se rassurer là-dessus. Alors, on continue un peu plus loin, par milliers, à la tombée de la nuit, sans un remords, sans un regret, de cette volonté de vouloir devenir Dieu, le bal des assassins honteux de Lucifer se déchirait. Derrière un rideau métallique rouillé depuis si longtemps, il ne restait plus rien, sauf peut-être ce cœur abandonné à jamais. Dans un asile de planches équarries, ce juge qui marchait sur un pont, lorsque les mendiants écoutaient derrière leur pureté originelle un opéra de sacrifice, dès lors plus rien ne surgirait de l'ombre, à midi passé, de ce bosquet consommé depuis si longtemps. Le Lucifer, il apparaît là, il apparaît pas souvent dans vos textes, mais il est là. Hein. Non, Lucifer, pour moi, au fond de moi, avait. Oui, c'est difficile parce que là, j'ai 62 ans et je parle pour quelqu'un, enfin, pas, puisque c'est moi-même, je parle pour quelqu'un qui, à l'époque, qui avait écrit ça, avait, on va dire, 15 ans, quoi. Vous voyez, je suis entre deux personnes, quoi. Donc, mais c'est bien moi-même. Lucifer a toujours fait partie de ces personnages qui ont un rôle fondamental, mais quelquefois, on ne met pas les habits qu'il faut vraiment aux choses, aux êtres humains et à ces notions symboliques. Hein. Il faut faire excessivement attention lorsque l'être humain ne sait pas, il invente. Oui, il invente. C'est la base de. Et ça, est le problème que lorsque l'être humain ne sait pas, il invente. Alors, la vérité, enfin, là où nous vivons, la vérité existe que de par le nombre. Je ne sais pas combien on est d'êtres humains en France, mais enfin, 66. Dans le monde, mais si vous avez les trois quarts qui pensent comme ça, si vous ne pensez pas, vous êtes fou comme eux. Oui, bah si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes fou. Bah justement, c'est complètement aberrant. On peut en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, tout le monde ne porte pas le noir le moment des enterrements. Hein. Donc on n'est pas une majorité sur la Terre à mettre du noir au moment des enterrements. Oui, mais c'est vrai que vous, Madame Véran, qui faites cette émission qui est énorme, je veux dire, vous permettez l'information et le débat, on va dire, ça permet l'échange, mais vous permettez une ouverture d'esprit, quoi. Moi, je pense que tout le monde a peur de la mort et que c'est vraiment le plus important qu'on puisse essayer de résoudre ou de comprendre dans cette vie humaine.
bien qu'il faille aussi vivre le temps présent et vivre, pas toujours penser à la mort. Un peu plus loin, à l'aube du 7e jour, de temps en temps, il quitte les vivants de la première existence. Au 3e soir, il forme cet arbre nourricier aux fruits perpétuels de ces champs immatériels. Les paysans font germer de ce sol le transport des particules d'esprit. Tu ne te détourneras plus du Père, tu seras enfanté par la mère, tu les laisseras derrière toi, tu marcheras sur la terre de la vie, au-dessus des océans et des tentations, tu refuseras l'offrande. Tu donneras à ton prochain des paniers en osier, remplis de graines de lumière, tu marcheras pieds nus, tu seras fécond, de l'amour pour ton prochain, tu ne connaîtras pas l'ombre qui va recouvrir peu à peu la terre alors que le soleil s'est levé. Tu trouveras cette forêt où vivre pour toujours. Vous avez reçu une éducation catholique? J'ai fait, pour répondre à votre question, j'ai suivi le catéchisme. Oui. J'aimais bien y aller parce qu'il y avait des histoires et des images qui me plaisaient énormément. Mais de temps en temps, je remettais en question. Donc, je n'étais pas lié à ça. Et c'est vrai que vous venez de lire quelque chose et je me dis maintenant pourquoi j'écris ça, que c'est un peu dur pour y rentrer. Non, je trouve pas ça dur, moi. Parce que c'est vraiment les paysans qui fécondent la terre aussi, hein. Et là, on est en plein, Oui, bien sûr. on est en pleine bagarre. En ce moment, là, pendant qu'on fait l'émission, on est en pleine bagarre avec les paysans qui réclament le droit quand même de cultiver la terre. Donc, je veux dire, c'est quand même étonnant que ce texte, il ait été écrit dans les années 77. Mais là, c'est au niveau symbolique, quoi. J'ouvrais juste mon regard sur ce que je voyais autour de moi et puis il n'y a rien d'autre là. Hein. C'est juste une pensée, quoi. Ouais, c'est pas juste une pensée, c'est une réflexion aussi. Enfin, je vais finir la fin, je vais lire la fin du livre. Ça y est, ce matin, je viens d'écrire ces mots qui vont être les derniers. Je le sens. Alors, je pose sur mon bureau ce stylo, ce fidèle compagnon. Je suis fatiguée d'avoir écrit. Je regarde le calendrier. C'est le 8 mai 1977. J'ai un peu plus de 15 ans. Au fond de moi, je ressens que c'est la fin. Je regarde devant moi. Il n'y a plus rien. Mais je suis arrivée à mettre au monde Apocalypsie, mon unique enfant. Vous n'avez pas eu d'enfant après, hein? Non, non, ça m'a jamais trop. Non, non c'est. À un moment donné, À un moment donné, c'était terminé. C'était fini, j'avais réussi à mettre au monde Apocalypsie, et j'avais plus rien devant moi. En fait, je ne voyais plus rien. Donc c'était terminé, j'ai posé mon stylo, j'ai refermé le cahier, là où il y avait toutes les feuilles, se suivit bien chronologiquement. Et puis au fond de moi, j'ai eu une sensation de bien-être. Je m'étais concentré pendant tous ces mois à écrire, à faire attention qu'on ne me voyait pas écrire ça, à bien cacher mes papiers, tout ça, qu'à côté, c'est devenu catastrophique. Je veux dire, au niveau relationnel avec ma famille, c'était l'horreur. Au niveau scolarité, ça a été la catastrophe. Donc, et puis, j'en oublie des vertes et des pas mûres. Mais au fond de moi, c'était terminé. Il était venu au monde. Je ne voyais plus rien, quoi. Oui, je pense que c'est vous qui êtes venu au monde pour la deuxième fois. Mais après, vous avez repris votre plume pour écrire en 2015 aux portes de l'inconnu, hein. C'est-à-dire cette relation que vous avez eue en tant que thanatopracteur au niveau des morts, quoi, des gens qui meurent réellement et que... Oui. Ouais. Mais là, c'était encore autre chose, parce que ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai écrit ça, j'ai mis de côté, je l'ai caché, il m'a suivi pendant toutes ces années, mais à côté de ça, dans mon travail, j'avais pris l'habitude de noter sur des bouts de papier ce que je percevais, ces phénomènes un petit peu qui n'étaient pas normaux auprès des défunts, les connexions spirituelles, et puis j'ai entassé mes notes, mes écrits, tout ça, et puis un jour, j'ai rencontré une femme avec qui je me suis marié. Et elle a trouvé ses notes écrites dans une salle de sport dans mon appartement. Et elle me dit, mais quand même, et si j'essayais d'en faire un manuscrit? Je dis, pourquoi faire? Je dis, je vais essayer. Bon, elle le fait.
Et après, elle me dit, lorsque ça a été terminé au bout de X mois, je sais que ça a duré longtemps, elle me dit, et si on l'envoie à une maison d'édition? Je dis oui, mais bon, avant d'être publié, les maisons d'édition, c'est compliqué. Bon. Puis, par hasard, je trouve une maison d'édition, on envoie le manuscrit, et puis dans la semaine, l'éditeur nous rappelle, je ne parle pas de l'Apocalypsis, là, parce que là, il était toujours caché. Oui. Je parle de mes notes sur le plan spirituel auprès des défunts, dans le cadre de mon travail. Il me dit, mais je vais vous publier. Je prends votre livre, il me dit. Donc, c'est les éditions de l'Opportun qui sont à Paris. Et puis, ça a commencé, donc, aux portes de l'inconnu. Après, il a fait un livre de poche. Après, il y en a un autre qui est arrivé. Après, il y en a un autre qui est arrivé. Et là, nous sommes là pour mon enfant, Apocalypse. Mais sinon, je n'aurais pas. Je pense que ça m'aurait accompagné pendant pas mal de temps jusqu'à ma mort. Vous m'aviez dit que vous écririez plus de livres quand on avait fait la dernière fois. Oui, c'est vrai. Voilà, ouais. Donc c'est celui-là, il est sorti des. Mais celui-là, il est sorti quand j'avais 15 ans en plus. Oui, il est sorti de votre mémoire. Et donc là, qui Non, est-ce non, qui. j'ai repris les notes que j'avais écrites pour Apocalypsis. J'ai repris le cahier, les notes, tout ça. Et je l'ai réécrit. J'ai suivi ce que j'avais écrit chronologiquement. Et tel que les gens peuvent le lire s'ils veulent l'acheter. Après, nous sommes en démocratie, comme on dit. C'est chronologique. Hein. Et là, En fait, on peut le trouver où, ce livre-là? alors, ce livre Apocalypsis, j'ai choisi Amazon. Amazon, ouais. Il est en vente uniquement sur Amazon, quoi. D'accord. Ok, vous avez autre chose à dire avant de terminer l'émission? Alors, je dirais pour terminer, ou non, je dirais plutôt pour le recommencement, quoi. Je dirais simplement que la vie est quelque chose de fabuleux, mais il ne faut surtout pas la pervertir, parce qu'il y a beaucoup de ressources humaines, des notions spirituelles qui vivent, qui gravitent autour de nous. Et puis surtout, je vous remercie, Madame Véran, de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer chez vous, et surtout que les personnes qui nous écoutent, ça puisse leur apporter quelque chose, mais je regrette quelque chose, c'est que eux qui sont de l'autre côté, qui vont regarder, écouter l'interview, ne puissent pas me dire ce qu'ils ressentent au fond d'eux, quoi. Puisque la vie n'est qu'un maillon d'une chaîne qui s'étend. Oui, ils pourront le faire dans les commentaires, hein. Donc il vous suffira d'aller voir les commentaires. Il ne faut pas qu'ils hésitent pour les commentaires et continuer à vous soutenir, vous, votre émission qui est superbe. Ok, moi je sais plus ce que je voulais dire là, j'ai un trou. Oui, en vérité, voilà ce que je voulais dire. En vérité, moi je pense que le paradis il est sur terre, c'est clair. Enfin, il est sur terre, il devrait être sur terre, mais qu'il y a beaucoup comme vous le disiez au début, il y en a beaucoup qui en font un enfer. C'était quoi la phrase? Oui, qui en font un enfer. Et puis le paradis sur terre, ils en font un enfer. Oui, c'est une des phrases que j'ai lues, mais enfin ça voulait dire que c'est l'humain qui a choisi finalement de quitter le paradis. Oui, c'est l'humain. Ouais, mais l'humain peut décider aussi Moi, je pense que le paradis, il est là. Enfin, je l'ai déjà dit plein de fois sur cette émission. Il est là. C'est à nous de le conserver. Maintenant, savoir ce qui se passe dans l'au-delà, ça, c'est une autre histoire. Mais on dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, essayons en bas d'avoir des pensées positives pour effacer tous ces ombres-là qui planent en ce moment sur la planète et de rester connectés au sommet de cette montagne, là où il y a la lumière. Et oui, surtout. Merci beaucoup, Olivier en Fuchs. Ça s'écrit EMPHOUX et ça se prononce en Fuchs. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Bonne soirée.